Bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre. C'est super intéressant de voir qu'il y a des gens qui accordent un intérêt, une attention particulière à la gestion de matières résiduelles. Merci au Conseil régional de l'environnement aussi de m'avoir invité comme conférencier. Donc, je vais vous parler sans plus attendre de gestion des matières organiques. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se disent là-dessus. On va essayer de démystifier un peu ce qu'est et comment implanter la gestion des matières organiques. Je vous parle un petit peu de nous. Chamar, on est une firme de consultants en gestion de matières résiduelles. On est une entreprise, on est une quinzaine de professionnels, bureaux à Québec et à Montréal, mais on travaille avec les organisations un peu partout au Québec. On travaille avec les ministères, avec les municipalités, donc de la planification de gestion de matières résiduelles micro et macro. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les entreprises. Pour la gestion des matières organiques seulement, on a travaillé dans la dernière année avec plus d'une centaine de restaurants. Donc, si vous avez des questions ou vous pensez que vous êtes un cas d'exception, qu'il n'y a rien à faire, vous viendrez me voir, on a des solutions pour vous. Des clients satisfaits, évidemment, on n'a jamais de clients insatisfaits. Mais en fait, je pense que oui, là, on peut dire qu'on a des clients un petit peu partout. Là, là, je vous présente quelques clients. Il y a du municipal, il y a du privé là-dedans. Mais on voit vraiment toutes sortes de situations, toutes sortes de choses qui nous permettent là, vraiment d'avoir des solutions qui sont adaptées. Mon but, c'est pas de vous parler de nous, là, mais vous parler de collecte de matière organique. Quand on parle de collecte de matière organique, souvent on se demande, on pense à composter, mais c'est quoi ça, composter? Puis est-ce que vraiment on parle de compostage quand on parle de collecte de matière organique? Donc, un petit cours 101, mon but, c'est de vous informer, que vous compreniez bien aussi comment fonctionne la gestion des matières organiques. On part d'une matière organique, puis en fait, ce qu'on se dit, là, c'est qu'on part de la matière organique, puis après ça, on fait du terreau pour refaire pousser des fruits et légumes, tout ça. Ouais, OK, ça, c'est une façon de faire. Mais c'est quoi le chemin entre les deux? En fait, moi, je vous parle de gestion des matières organiques en entreprise, dans les ICI. On a différents choix. On peut composter sur place ou on peut avoir une collecte et déléguer, on va dire, le traitement de nos matières vers une entreprise externe. On peut composter sur place avec un composteur domestique, avec des équipements beaucoup plus importants comme l'équipement que vous voyez au centre, qui est un composteur modulaire, un composteur rotatif. Donc, vous devez assumer l'utilisation, l'entretien de cet équipement-là. Je vais y revenir plus tard. Et tout ça vous permet d'avoir des matières compostables. Vous pouvez aussi avoir ce qui est le plus simple, puis ce qui est généralement utilisé par les ICI, c'est avoir une collecte de matières compostables. Donc attention, collecter ces matières organiques n'égale pas nécessairement faire du compost. Parce que j'entends toutes sortes de choses, des fois des discours... moi, je le sais, je fais du compost chez nous, il ne faut pas mettre de viande là-dedans. C'est vrai, mais si vous avez une collecte de matière compostable, c'est pas la même chose. C'est pas le même mode de traitement, c'est pas les mêmes quantités. Quand on va vers une collecte de matière compostable, on va vers un compostage dans des infrastructures de beaucoup plus grande importance. Avec une collecte de matière compostable, on peut aller chercher oui, fruits et légumes, mais aussi tous les restants de production alimentaire, les restants d'assiettes carrément, pour ceux qui ont des restaurants. Dans la plonge, en fait, quand on vide les assiettes, tous les restants de nourriture vont là-dedans pour une collecte de matière compostable. Les viandes vont là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire attention. Faire la collecte n'égale pas faire son compost. On délègue, en fait, la gestion de nos matières compostables, comme on le fait avec le recyclage. Les perceptions qui sont tenaces au niveau de la gestion des matières organiques, les odeurs, les mouches, les asticots, ça pue, c'est pas propre. Bon, en fait, on pourrait reprendre ça puis dire c'est exactement les mêmes nuisances que vous pouvez avoir avec vos déchets. Vos matières organiques sont dans vos déchets actuellement. S'il y a ces problèmes-là avec vos déchets, c'est sûr que vous allez les avoir avec votre gestion de matière organique. On me sort des fois aussi, ouais, le MAPAC ne voudra pas, le MAPAC, hygiène, salubrité. C'est les mêmes règles. C'est de la gestion de matières résiduelles. Que ce soit des déchets ou que ce soit des matières compostables, c'est important de s'en occuper et de gérer ça convenablement. Je vais vous donner quelques trucs au courant de la présentation pour éviter ce genre de choses-là. Donc, les objectifs de ma présentation, premièrement, démystifier la gestion des matières organiques. Je vais utiliser l'appellation MO là, pour simplifier. Là. Donc, on parle de matières organiques. En démontrer les intérêts et aussi faciliter son implantation. Donc, premièrement, pourquoi la gestion des matières organiques? Pourquoi c'est intéressant?
Pour différents éléments. Bon, évidemment, l'intérêt environnemental, mais je me fais poser la question, même par des clients qu'on a qui le font depuis des années, pourquoi on fait ça déjà? C'est quoi l'intérêt environnemental? C'est pour ça que je trouve ça intéressant et important de vous le présenter. Comme je vous l'ai dit, à partir de la matière organique, on produit d'autres matières qui sont utiles. On produit du compost, on produit du biogaz qu'on peut se servir comme source d'énergie. Donc, il y a une valeur ajoutée à cette matière-là. Et évidemment, il y a de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que l'alternative, en fait, cette même matière organique-là, si on la met dans les déchets, inévitablement, sur le territoire de la Ville de Québec, désolé pour les gens de l'extérieur, c'est vraiment très Ville de Québec, mon affaire, mais il y a des points qui peuvent quand même se rapporter. En dehors de Québec et Lévis, on fonctionne dans les sites des lieux d'enfouissement technique, donc ça va à l'enfouissement. Québec et Lévis, on fonctionne avec des incinérateurs. Les centres d'incinérateurs finissent dans le lieu d'enfouissement technique de la ville. Mon cœur de pomme, si je le mets dans les déchets, inévitablement, il va se retrouver à l'incinérateur. Donc là, il y a des émissions atmosphériques, ça nuit au fonctionnement de l'incinérateur. Donc, il y a de la génération de gaz à effet de serre et ces matières-là vont se retrouver en dessous de ça à l'enfouissement. Donc, il y a un grand intérêt environnemental là-dessus. Pour quantifier un petit peu la problématique, on va dire, au niveau de la gestion des matières organiques, bien, les matières organiques, généralement, c'est lié à la consommation de nourriture. Actuellement, a fait une étude qui a démontré qu'au Canada, c'est 40% de toute la nourriture produite qui est perdue dans le cycle de production. Ça a une valeur de 27 milliards de dollars. C'est-à-dire donc c'est quand même assez important au niveau de l'économie. Il y a une perte, en fait, de matière, de valeur là-dedans. Au niveau des matières organiques qui sont éliminées, donc c'est des matières là, que, bon, on n'a pas trouvé quoi faire avec ou sont inutilisables. Pour ce qui est de la fraction industrie, commerce et institutions, on parle de 968 000 tonnes par année. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3 à 4 fois la quantité de déchets totales générés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. C'est uniquement des matières organiques. Le taux de récupération, à l'heure actuelle, c'est les données de 2012, c'est pas à jour, mais quand même, ça donne un ordre de grandeur. Le taux de récupération actuellement dans les CI est de 14 %. Ce qui m'amène à mon prochain point, la mise en conformité. Donc, il y a des orientations gouvernementales, en fait, qui nous donnent un peu la perspective de ce qui s'en vient au niveau de la réglementation qui va être appliquée par les municipalités. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a mis sur pied une politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui donne les grandes orientations. Je passe vite là-dessus, mais en fait, je veux soulever le point sur la gestion des matières organiques qu'on prévoit le bannissement de l'élimination en 2020. Ça, c'est dans 5 ans. Et un objectif pour 2015, ça c'est maintenant, de récupération de 60 % de récupération des matières organiques. On est à 14 %. Donc, il y a quand même pas mal de chemin à faire pour se rendre là. Comment ça s'est appliqué? En fait, le ministère donne les grandes orientations, mais après ça, c'est les municipalités qui appliquent ça. Les municipalités redoublent d'ingéniosité pour mettre en application ces orientations-là. Il y a différents cas de figure. Il y a des incitatifs tarifaires, il y a de la réglementation. On voit des exemples au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc ici, c'est la ville de Gatineau qui est assez proactive au niveau de sa gestion de matières résiduelles et notamment des matières organiques. D'autres municipalités comme Seattle qui va dire, ben nous, si vous mettez des matières organiques dans vos déchets, on les contrôle et on vous donne des amendes carrément. Donc ça, c'est des choses qui s'en viennent tranquillement, qu'on voit de plus en plus. La Ville de Vancouver qui va bannir carrément, donc ça peut être des choix de dire, ben si on voit que vous avez des matières compostables, moi j'aime bien l'image, si vous avez des matières compostables dans vos déchets, on ramasse pas. Ça peut simplement être ça, donc vous êtes pris avec le problème tant et aussi longtemps que vous ne vous conformez pas. Donc on dit 2020 c'est loin, dans ma tête c'est pas très loin. Mon leitmotiv, ce que j'essaie de faire comprendre aux organisations, c'est que mieux vaut prendre le temps de bien se préparer au lieu d'être contraint d'agir dans la hâte. Si vous vous réveillez en 2019 pour dire « Oh, il faut que ça soit mis en place et efficace à 100 % en un an », parce que 2020, on n'en veut plus de matière organique dans les déchets. 5 ans, là, je trouve que c'est quelque chose de raisonnable pour dire on va être performant même à 100 %. Là, c'est difficile à mettre en place, on s'entend. Je pense que c'est important de prendre le temps de bien implanter notre collecte pour être performant. Quand va venir la réglementation ou l'incitatif de la Ville de Québec ou des autres municipalités du Québec pour dire, ben
là, on n'en veut plus. Puis si vous en mettez des matières organiques dans vos déchets, il va y avoir telle ou telle conséquence. L'intérêt économique aussi est tout à fait présent. Là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion des matières résiduelles, c'est les vases communicants. Okay? C'est pas parce que vous triez vos matières en plusieurs catégories que vous allez générer plus de déchets. Vous allez juste le compartimenter de façon différente et avoir des collecteurs différents et des tarifs différents. C'est ce que je veux vous présenter. L'approche classique de gestion de votre poubelle, en fait, tout ce que vous êtes capable de sortir, que ce soit en matière recyclable ou en matière compostable, ça va faire diminuer la quantité de déchets que vous générez. C'est important que votre service de collecte des déchets, qui est offert qui est imposé par la Ville, c'est que la Ville de Québec qui collecte vos déchets sur le territoire. En fait, il faut que ce service-là, comme les autres services de collecte de vos matières résiduelles, soit adapté à vos besoins réels. Si vous faites collecter là, je mets des bacs roulants pour le bien de l'exemple, mais ça peut être n'importe quel type d'équipement. Si vous faites collecter un conteneur de déchets puis il est vide, vous allez payer comme s'il était plein. Puis ça, tant que vous ne le dites pas, vous allez payer comme s'il était plein. Si vous sortez des matières de votre conteneur, votre compacteur pour vos déchets et que vous vous rendez compte que vous l'utilisez moins, il faut le dire, il faut faire réduire la fréquence ou le volume. Il faut réduire le service, en fait, pour bénéficier des économies. Donc, on sort de notre bac de déchets toutes les matières qu'on peut recycler et qu'on peut composter. Et, en fait, je vous présente des chiffres, là, juste pour mettre en perspective ce que ça peut coûter. Là. Vos déchets, à Québec, là, c'est même assez exceptionnel. On est pas mal dans les plus dispendieux au Québec. Là. On parle d'environ 200 $ la tonne. Il y a différents cas de figure. Ce que vous sortez en matière recyclable, là, j'ai mis 80 $ la tonne, ça c'est le pire des cas si vous allez vers une collecte privée, mais maintenant, ça peut être 0 $ la tonne. Donc là, l'intérêt économique est manifeste. Mais je veux vous faire réaliser aussi que la collecte des matières compostables, c'est vrai que la Ville de Québec n'offre pas encore cette collecte-là, sauf qu'il existe des collecteurs privés. Oui, vous devez payer pour cette collecte-là, bien sûr, mais c'est beaucoup moins cher que de faire collecter ces mêmes matières-là dans un conteneur à déchets. Ça, c'est clair. Puis on parle du simple au double. Là, je vous présente des chiffres, ça peut fluctuer un peu, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur. Tarification des déchets 101, juste vous sensibiliser à l'effet que tous, autant que vous êtes dans votre entreprise, vous payez pour une collecte de déchets. En fait, la première chose que je demande quand je rencontre une entreprise, qui collecte vos matières et combien ça vous coûte? Généralement, c'est point d'interrogation et flou total. J'en ai aucune idée. On me sort des contrats poussiéreux d'entreprises qui n'existent même plus. Je vois toutes sortes de choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre collecte de déchets, vous payez pour. Okay? Ça passe, c'est la Ville de Québec, c'est pas un camion de la Ville de Québec, c'est un sous-traitant de la Ville qui passe et vous payez pour vos déchets. Ça passe dans votre compte de taxes. Okay? Dans votre compte de taxes, vous avez une ligne gestion de matières résiduelles et tout dépendant de comment vous êtes collecté, il y a différents modes de tarification. Si vous êtes collecté en bac ou en sac, peu importe que vous génériez un sac ou 1000 sacs, c'est le même prix. Je vous inciterais à passer vers une collecte en conteneur, en fait. Mais ça, différents cas de figure à voir. Si vous êtes collecté en conteneur ou en compacteur, là, vous pouvez bénéficier des économies. Il faut réduire votre fréquence de collecte en fonction de la quantité réelle de déchets que vous allez générer. Un petit exemple, ça, c'est un compte de taxes pas typique, là, parce que c'est un bâtiment d'une assez grande valeur. Dans leur cas, en fait, la gestion des matières résiduelles est tarifée en fonction de la valeur, d'un pourcentage de la valeur foncière du bâtiment. Donc, dans ce cas particulier-là, c'est près de 90 000 $ annuels qui sont payés pour la gestion des déchets. C'est une collecte en sac, bizarrement. Par exemple, si on passe à une collecte en conteneur, on peut bénéficier d'économies. Si on a un service qui est vraiment collé sur la génération réelle de déchets, on génère des économies. Toujours au niveau de l'intérêt de la gestion des matières organiques, c'est-à-dire c'est aussi une question d'image. Vous pouvez bénéficier d'une image positive encore actuellement, par exemple des restaurants ou des hôtels ou n'importe quelle entreprise qui mettrait de l'avant une collecte de matières organiques, c'est encore nouveau, même s'il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils collectent en matière organique. Vous pouvez encore bénéficier d'un certain intérêt de la part de vos locataires, de vos clients, de vos employés même pour dire, on collecte les matières organiques et ça allume quelque chose, ça motive quelqu'un. Donc, on a des exemples de communication positive qui sont faites
Mais de l'autre côté, on a aussi des exemples de communication négative qui peuvent arriver. Il y a certaines entreprises chez qui on s'attend à ce qu'elles soient exemplaires au niveau de leur gestion de matières résiduelles. Si vous êtes identifié comme une entreprise comme celle-là, proactive, tout ça, ouverte, puis que finalement, votre gestion de matières résiduelles est so-so, des choses comme ça peut arriver. Puis une fois que ça s'est lancé, ça fait mal. C'est extrêmement difficile à rattraper. Donc, juste pour prévenir ces mauvais coups-là, c'est bon de mettre ça de l'avant. Maintenant, les facteurs de succès au niveau de votre gestion des matières organiques. La première des choses, c'est choisir le mode de gestion approprié parce que les matières organiques, vous pouvez aussi les gérer sur place à votre choix, mais il faut toujours planifier le système en fonction de qui gère mes matières. Si je les gère sur place ou si je les donne à un collecteur qui va les gérer, qu'est-ce qu'il fait avec? C'est quoi la nature des matières qu'il a besoin? C'est quoi les caractéristiques que j'ai besoin de fournir? Le compostage sur place peut se faire avec différents équipements. Il y en a d'implantés dans les entreprises. Ça demande quand même plus de gestion parce que vous vous occupez du compostage, donc vous devez opérer et entretenir un équipement. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut entrer dans un processus de communication, de formation qui est super intéressant et vous bénéficiez en plus de ça de la matière en tant que telle. Si vous avez un aménagement paysager dans lequel vous utilisez de toute façon du compost, bien, vous pouvez produire vous-même votre compost à partir de vos matières et l'utiliser dans votre aménagement. Donc, je vous donne en exemple, chaque fois j'essaie de vous lier ça à quelque chose de concret, là, parce qu'il y a des fournisseurs au Québec de ce type d'équipement-là. Je vous en présente quelques-uns. J'ai mis composteur domestique aussi, mais faites vraiment attention avec ça. Le composteur domestique, là, c'est la boîte en plastique ou en bois, peu importe, dans lequel vous entassez les matières et vous les mélangez, puis le compostage se fait vraiment à petite échelle. C'est vraiment pour une petite production, puis vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle matière là-dedans. Pas de restant de lunch, pas de fond de spaghettis, pas de viande, pas de produits laitiers. C'est vraiment surtout fruits et légumes. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous générez. Ça demande passablement d'entretien. Deuxième option de choix de gestion, celle vers laquelle les entreprises vont surtout, c'est de faire collecter les matières. Donc, il y a différents fournisseurs. Actuellement, je le répète, la Ville de Québec ne vous dessert pas pour une collecte de matières compostables. Ça s'en vient. Mais moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est dans la perspective du 2020, je vous dirais, on peut commencer tout de suite avec un collecteur privé qui va, il va vous charger pour cette collecte-là, mais vous allez économiser, puis ça va vous permettre de mettre en place graduellement un système que vous allez pouvoir améliorer et être performant à l'arrivée, en fait, dans la perspective du bannissement en 2020. Donc, différents collecteurs, plusieurs avantages là-dedans. Évidemment, c'est simple d'utilisation. On choisit les bons équipements, le bon collecteur, la fréquence de collecte. On met les matières partent et c'est géré ailleurs. C'est flexible. Par exemple, souvent, cette collecte-là est faite en bacs, des bacs de 240 litres généralement. On peut commencer graduellement. On part avec 2 bacs par semaine, mettons. Si ça va bien, on augmente le nombre de bacs, on augmente la fréquence. Chose qui est plus difficile avec un équipement de compostage sur place, dans lequel là, vous dites, OK, on dimensionne notre équipement en fonction de la quantité de matière qu'on pense avoir. Là, si on a des fluctuations, on en a plus, on en a moins, on a des matières différentes, c'est moins flexible, on va dire, par rapport à la collecte. Les inconvénients qui peuvent être générés là-dessus, c'est les inconvénients de la gestion des déchets. Il faut que vous ayez de l'espace, il faut que vous ayez une conscience sur les nuisances potentielles, les odeurs, tout ça. Mais c'est de la gestion de déchets, je veux dire, c'est pas des roses, là, c'est des déchets, c'est des matières organiques. Donc, il faut que vous vous entreteniez de façon correcte, il faut que vous entreposiez de façon correcte vos matières pour essayer de limiter les odeurs. Votre collecteur aussi, comme n'importe quel collecteur, impose des restrictions. Est-ce que c'est une collecte en vrac? Est-ce que c'est une collecte en sac? C'est quoi les matières qui peuvent être mises là-dedans? Je donne juste l'exemple, les contenants de take-out ou la vaisselle. Est-ce que le collecteur va accepter le carton? Est-ce qu'il va accepter les bioplastiques, le PLA? C'est toutes des questions qu'il faut poser, qu'il faut réfléchir en fonction de nous, qu'est-ce qu'on génère comme matière et qu'est-ce que le collecteur va accepter de prendre. Il faut que tout ça soit en lien. J'ai tellement vu d'entreprises, par exemple, dire on veut éliminer notre polystyrène parce que l'image n'est pas bonne, tout ça, on remplace ça par des contenants
en bioplastique. Non, c'est le fun, ça coûte plus cher, mais on le fait pour la cause, ça. Mais les bioplastiques, en fait, c'est pas vraiment une bonne solution environnementale, là, mais surtout que dans ce cas-là, il n'y avait aucune collecte de matière compostable. Donc, tous ces contenants-là qui coûtaient 10 fois le prix des contenants en polystyrène finissaient tous en incinérateur. Donc là, ça coûte plus cher, puis je dirais même au niveau environnemental, là, c'est vraiment pas justifié. Donc, il faut que tout ça soit cohérent. C'est quoi les matières que vous générez? Qui est le collecteur qui va pouvoir reprendre les matières que vous générez? Il faut que tout ça soit en lien. Les autres technologies, c'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des installations, là, c'est du traitement sur place. Ça, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des systèmes de biodigesteurs. C'est communément appelé wastewater. C'est que vous prenez votre matière organique, vous la digérez dans un équipement comme ça et vous flushez vos matières organiques à l'égout puis vous en débarrassez. Ça, c'est pas une solution environnementale. Oui, vous réduisez votre quantité de déchets, mais vous transférez la pollution, vous transférez l'impact environnemental à la station de traitement des eaux. C'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable. En plus, ça coûte cher de faire ça, puis c'est pas de la récupération. Quand va venir le temps de mesurer votre performance, d'aller chercher des certifications, de vous faire reconnaître par le gouvernement, c'est pas reconnu comme de la valorisation. Connaître son gisement, en fait, le gisement, c'est quoi? C'est la quantité de matière organique que vous avez. C'est important de savoir combien j'en ai pour dimensionner ma fréquence de collecte et mes équipements de collecte. Différentes façons de faire. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire une étude super approfondie. Il y a de la documentation là-dessus qui existe. Donc, vous pouvez faire une caractérisation. Une caractérisation, c'est quoi? C'est on prend une semaine d'accumulation de matière, on trie, donc on va pouvoir vous dire exactement c'est quoi les matières que vous générez, dans quelle proportion. Donc ça, c'est une façon de faire, mais je dirais rough, là, pour partir une collecte de matière organique, là, vous pouvez vous fier sur des données connues, on va dire. Les données connues, ben il y a de la documentation au Québec là-dessus. Je vous présente deux études là, sur lesquelles on se base fréquemment là, pour établir là, une première collecte en fait, de matière organique. C'est des études qui ont été faites par Recycle Québec dans les dernières années. Qu'est-ce que ça vous donne comme type de données? Ce que ça vous dit, c'est que, par exemple, un restaurant qui est évidemment connu comme étant un gros générateur de matière organique va générer dans tous ses déchets 68 % de matière organique. Donc, vous avez un conteneur de 8 verges cubes, bien, vous faites 68 % de ça et ça vous dit la quantité de matière organique approximative à laquelle vous pouvez vous attendre si vous avez une performance de 100 %. Okay? Si vous dites, je vais commencer, moi j'ai différents lieux de génération de matière organique et je veux commencer par mes cuisines, ce qui est généralement une bonne idée, bien, ça ne sera pas 68 % nécessairement. Là. Si vous ne ramassez pas les matières de vos clients, par exemple, bien, ça va être un peu plus bas que ça. Mais ça vous donne le gisement, le potentiel total de matière organique que vous avez. Même chose pour d'autres matières organiques d'un dépanneur, par exemple, 45 %, d'un bureau, 34 %. Ensuite de ça, connaître les sources. Vous savez c'est quoi les quantités que vous générez totales dans vos déchets, savoir où elles sont générées. En gros, là, c'est dans les cuisines, cafétérias, salles à dîner. Dans les salles de toilette aussi, là, j'ai précisé papier essuie-main, OK? Mais c'est pour vous souligner, puis Barbara l'a dit tantôt, le papier brun, c'est pas une matière qui va dans le recyclage, c'est une matière qui est souvent générée en grosse quantité quand on a du papier brun dans les salles de toilette. Mais c'est une matière qu'on va souhaiter avoir dans une collecte de matière compostable. Donc, vous identifiez où sont vos lieux de génération de matière et une fois que vous avez fait ça, vous identifiez où est-ce que vous voulez l'implanter. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple de commencer par une cuisine, un endroit où on a de la production alimentaire. Pourquoi? Parce que, on a une petite équipe à former, à équiper et à outiller, à communiquer avec cette équipe-là pour s'assurer qu'elle va en faire le tri. Nous, on travaille beaucoup avec notamment les centres commerciaux. Implanter une collecte de matière compostable quand on a des millions de clients qui passent, qui n'ont jamais entendu parler de ça, collecte de matière organique, c'est extrêmement difficile. Donc là, on utilise d'autres stratégies. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important d'avoir les bons équipements aux bons endroits. Dans votre cuisine, vous avez un endroit où vous préparez des aliments.
regardez ce qu'il y a dans la poubelle. Si c'est juste des pleurs de patates puis des restants de production de nourriture, vous pouvez carrément remplacer votre poubelle par un bac de matière compostable. Parce qu'à cet endroit-là, c'est juste des matières compostables. Il faut que dans vos différents espaces de travail, les bacs soient adaptés en fonction du type de matière qui est générée. On a différents exemples, puis en fait, c'est pas obligé d'être compliqué, là. Vous pouvez avoir des bacs tout simples, vous pouvez avoir des îlots. N'importe quel type d'équipement va pouvoir être efficace. Différents fournisseurs, je les passe rapidement. Entre autres, les gens de Nier Environnement, vous pouvez vous approvisionner dans les quincailleries ou bureaux en gros. Je veux dire, mettez pas tout votre argent dans l'achat de bacs, là, on s'entend. Il faut que le système fonctionne et les bacs, c'est un des éléments. Prévenir les nuisances avec des fréquences de collecte qui sont adaptées, un entreposage adéquat. Ça peut être à l'extérieur, dans un lieu ventilé, dans une chambre froide de certains restaurants ou entreprises là, qui ont des chambres froides comme ça. Faire un nettoyage régulier des bacs et, au besoin, utiliser les désodorisants qui vont camoufler les odeurs. Il ne faut pas juste mettre du désodorisant, il faut quand même nettoyer. Aussi, utiliser le bon affichage. Quelques petits trucs là-dessus. Ça va dépendre des besoins. Certains vont préférer les listes, certains vont préférer des pictogrammes. Ça dépend. Il y a les contraintes aussi, des fois, de langue. Hein. Ça va dépendre de vos entreprises. Il faut que les consignes soient claires. Puis, je dirais, on va se donner le mot d'ordre là, au Québec. Là, si on peut utiliser la couleur brune pour identifier les matières organiques, comme on utilise la couleur bleue pour les matières SLAM, déjà, on fait un bout là, dans la communication. Il y a des modèles gratuits au niveau de l'affichage et des aides-mémoires dont vous pouvez disposer sans frais. Vous pouvez les utiliser autant que vous voulez, qui sont disponibles sur Internet, sur le site de Recycle Québec, qui a été développé notamment avec la collaboration de nos amis de l'Université Laval. Et aussi un autre site, c'est la MRC de Sept-Rivières, qui a une éco-patrouille aussi, un peu comme la Ville de Québec, qui a développé des pictogrammes comme ça qu'ils mettent à disposition de la communauté. Alors ça, c'était la partie facile, en fait, vos équipements, vos collectes, tout ça. Voici votre plus gros défi, c'est les gens qui vont l'opérer. Et il ne faut tellement pas sous-estimer cet élément-là. Donc, je vais vous parler maintenant des humains derrière la gestion des matières organiques, parce qu'il y a une question de changement de comportement qui est liée à ça. Et comment faire en sorte que ça va bien fonctionner? Différents humains dans une entreprise qui sont liés à la gestion des matières organiques, vous avez votre personnel d'entretien. Il faut l'impliquer dès le départ. Il faut penser le système avec eux. C'est eux qui vont ramasser les matières organiques. Comment ils fonctionnent à l'heure actuelle, puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils vont le ramasser de façon efficace et qu'ils vont mettre vos matières organiques au bon endroit. Parce que des fois, on a les bacs, tout ça, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui est fait avec ça. Oui, mais votre personnel d'entretien, c'est lui qui le sait, c'est eux qu'il faut informer. Personnel d'entretien ménager, encore une fois, c'est généralement pas une très grosse équipe et vous devez former ces employés-là. Eux doivent aguerrir à savoir qu'est-ce qu'on devrait s'attendre à retrouver dans ces différentes collectes-là. Et ça va avoir une influence sur le suivi que vous allez pouvoir faire après. Donc, je vais vous présenter des exemples tantôt de comment est-ce qu'on peut utiliser le personnel d'entretien là, pour effectuer le suivi. Et inclure la gestion des matières organiques dans les contrats de service. Vous dites, on contracte une entreprise pour venir chercher nos matières, voilà, nous, on a des déchets, oui, mais on a aussi du recyclage et des matières organiques à collecter. Les employés, les locataires, bref, les utilisateurs du système, vous devez penser le système avec eux et vous devez communiquer. C'est jamais fini, ça, la communication. Parce que vous avez du roulement, parce que vous avez des gens qui oublient, qui s'habituent. Donc, il faut donner des formations, faire l'affichage des aides-mémoires, comme je vous ai montré, faire des suivis aussi, le suivi 1 à 1. C'est vraiment la meilleure façon d'implanter un système qui va être efficace et ne jamais lâcher prise. La direction doit être là-dedans aussi. La direction doit endosser la démarche, en faire la promotion. Ça doit être inscrit dans la politique d'entreprise. Les endroits où ça fonctionne le mieux, c'est quand ça fait partie des valeurs de l'entreprise, quand c'est inscrit dans le mot de la direction, dans la politique environnementale ou de développement durable. Ça doit être inscrit dans le rapport. Là, c'est vraiment au mieux, on s'entend, mais vraiment, peu importe comment c'est endossé, il faut que ça soit endossé par la direction. Et il doit y avoir un suivi de performance qui est fait là-dessus et des récompenses pour la petite table dans le dos, le renforcement positif. Je prends 5 minutes pour vous présenter quelques cas concrets avec lesquels on a travaillé. Bon, je vous présente différents cas. C'est sûr que vous pouvez vous dire, bon, Place Sainte-Foy, c'est un centre commercial, c'est gros, on peut dire, ouais, OK, bon,
Eux, c'est une chose. Moi, ma réalité est différente. Il y a des choses qui peuvent être appliquées d'un à l'autre, ça, je vous l'assure. On voit les mêmes choses d'une organisation à l'autre, peu importe c'est quoi la nature de l'organisation, le nombre d'employés, etc. À la place Sainte-Foy, la complexité d'implanter une collecte de matière organique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de locataires différents, il y a beaucoup de roulements chez ces mêmes locataires-là, roulements de personnel. Les espaces sont restreints. Il faut voir une cuisine d'un restaurant, d'une foire alimentaire. C'est microscopique et tout se passe là-dedans. Donc, implanter une collecte de matière compostable, matière organique, dans un endroit comme ça, il y a un certain niveau de complexité, mais ça se fait. Je me dis toujours, si ça se fait là, ça se fait n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'exemple de Place Sainte-Foy? Bon, la stratégie d'intervention a été, puis ça, c'est la même chose dans n'importe quelle entreprise avec laquelle on veut implanter un système de gestion de matières résiduelles performant. On établit c'est quoi l'état de la situation. On fait un diagnostic, on évalue où sont les gisements, où sont les matières, quelles sont les matières, et de quelle façon on peut aller les chercher. On a effectué des changements au niveau des modes de collecte. Donc, l'incitatif qu'on s'est dit qu'on mettrait en place, c'est on ramasse vos matières recyclables, vos matières compostables, mais vos déchets, vous devez aller les porter. Donc là, on est tous un peu paresseux, donc on va dire, OK, je vais faire un effort pour avoir le moins de travail à faire. Si je fais le tri comme il faut, ils partent avec mes matières, puis les petits déchets qui restent, parce que souvent, il n'en reste même pas, bien là, on va les apporter au compacteur, puis c'est nous qui les gérons. Donc, on s'assure que le tri est maximisé. Bien sûr, en faisant ça, il faut faire un contrôle, hein, parce qu'il y en a toujours qui essaient de nous en passer des petites vitres. Il faut faire attention là-dessus. Une implantation personnalisée aussi. Chaque lieu de travail, chaque individu, chaque représentant des différents commerces, locataires a été rencontré pour dire qu'est-ce que vous générez, où sont générées vos matières et quel devrait être l'équipement adapté à votre lieu de travail pour permettre de faire le tri sans que ça soit énergivore et compliqué. Ce qui est très intéressant au niveau de Place Sainte-Foy aussi, c'est qu'on fait un suivi personnalisé en collaboration avec le personnel d'entretien. Le personnel d'entretien ramasse les matières dans des sacs transparents, on voit c'est quoi les matières, ils prennent des notes de où sont les problèmes, on va dire, puis après ça, on retourne voir ces mêmes locataires-là pour dire « on a vu que telle affaire, on aimerait ça vous aider à améliorer le processus, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le tri est mieux fait ». Ça, c'est un exemple de fiche de diagnostic qu'on a fait. Ici, très simple, 2 poubelles côte à côte. On n'achète pas de nouveaux bacs. On en transforme une pour les matières compostables. On met un autocollant dessus, on forme les employés pour dire « celle-là, c'est les matières compostables ». Puis bingo, c'est mis en place, ça n'a rien coûté. Exemple d'affichage qu'on utilise, des petits bacs comme ça qui ont été distribués à tous les locataires. Même un locataire, une boutique, on dit « ça ne génère pas de matière compostable ». Erreur, ils ont tous une salle de toilette. Ils génèrent tous du papier à main, donc ces bacs-là, on va les chercher. On communique les performances, on communique la vision de l'entreprise, les objectifs. Ça, c'est un exemple des avis, des autocollants qui sont mis sur les sacs quand il y a une non-conformité au niveau de la collecte des matières recyclables et compostables. Et ça, c'est la fiche, la feuille de suivi que le personnel d'entretien se sert pour dire « j'ai collecté tel locataire, donc il y avait tel problème ». Donc, ça nous permet de faire une rétroaction efficace après. Un autre exemple, l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. Complexité là-dedans, c'est un lieu d'enseignement. Donc, on a des étudiants, on a hôtel, restaurant, il y a des cours théoriques, pratiques, de l'administration, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Donc, ça demande vraiment ça a demandé vraiment un regard, un diagnostic très, très précis, très approfondi. Donc, on a fait une caractérisation pour mesurer la performance. On a mis sur pied un calculateur pour dire, bien, eux étaient préoccupés à connaître leur évolution de performance. On leur a créé un outil pour qu'eux mettent leurs données annuelles là-dedans et qu'ils fassent ce suivi annuel sans qu'on refasse une caractérisation à chaque fois. On a une stratégie complète de communication aussi, parce qu'on s'est dit, bon, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent comment on va faire pour former tout ce monde-là. Ça finit pas. On a fait une vidéo dans laquelle on explique les principes de base de la gestion des matières organiques. Et on a fait un guide sur les matières. Je conclue rapidement là-dessus. Ça, c'est le calculateur. On a les différentes matières. On rentre les chiffres là-dedans. Boum, ça nous calcule notre taux de mise en valeur au bout du compte. Un exemple du guide des matières. On a regardé c'est quoi les matières typiques qui étaient générées. On les a pris en photo. Puis on a dit, si vous vous retrouvez avec cette matière-là, voici quoi faire et voici pourquoi vous devez le faire. Donc, pour conclure, la gestion des matières organiques, c'est méconnu.
D'où les perceptions qui sont tenaces, les craintes au niveau des odeurs, de l'insalubrité, etc. Mais c'est des craintes qui sont gérables. En s'en occupant déjà et en prenant les bonnes décisions, en ayant les bons collecteurs, les bons bacs, le bon système, on est capable de gérer ces nuisances-là. Il y a un grand potentiel de réduction des impacts environnementaux et de réduction des coûts de gestion des matières résiduelles. Et je termine en vous disant que, en fait, vous avez une mise en conformité qui est nécessaire. Ça va s'en venir, que vous allez devoir les collecter, ces matières-là. Donc, le mot de la fin pour moi, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète, mieux vaut prendre le temps d'agir actuellement, d'implanter graduellement, mais de bien le faire, plutôt que d'agir à la hâte quand on va se faire imposer de collecter les matières organiques. Donc, n'attendez pas trop, c'est ça mon point. Merci beaucoup.